Allez, je vais vous demander un grand silence, s'il vous plaît. Salut, c'est Djemil, il faut qu'on cause. En début de semaine, vous avez été nombreux, des millions, à voir ces images passer. Bonjour messieurs, dames. On est pour Jordan, on est pour Jordan. Voilà. Son programme pour le changement. Le pouvoir d'achat aussi, c'est très important parce que maintenant, avec un salaire de 1000 euros, on ne peut plus rien faire. Ce parti, par exemple, est déjà au pouvoir à l'Assemblée nationale et ils ont voté contre les mesures pour le salaire. Et malgré cela, ils font le contraire de votre volonté. Vous votez quand même pour eux ? Bah écoutez, il faut voir. Non, il faut le changement. Mais ils ont voté contre l'augmentation du salaire, par exemple. Bah, c'est pas grave. Et moi, je suis pas pour l'augmentation du salaire, non. Mais ceux qui viennent, non, mais attendez, ceux qui viennent des pays étrangers, qui viennent en retraite en France, non, ils touchent 800 euros, alors que moi j'ai travaillé toute ma vie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors nous on ne le trouve pas ces chiffres, on ne le trouve pas normal, ça n'existe pas quand on le vérifie. Donc c'est pour ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils utilisent vos peurs et vos difficultés pour obtenir vos voix? Non. Ce court extrait est issu d'une interview que j'ai faite de deux électrices du RN, Marie et Sonia, dimanche soir devant le QG parisien du parti d'extrême droite, peu avant la révélation du résultat du second tour des législatives. Postée sur X le lendemain, la vidéo de 3 minutes 17 secondes fait alors énormément de bruit. À l'heure où j'écris ces lignes, que je prononce maintenant mes yeux plantés dans les vôtres, vous êtes encore des milliers à partager cette vidéo sur tous les réseaux et à réagir entre moquerie, colère et stupéfaction. On l'a vu. Ces mecs-là sont matrixés par ces news. Oh là là, ça c'est incroyable ça. Ça c'est du poulet ça. Pouvoir d'achat, retraite, santé, sécurité sont les préoccupations de ces électrices du Val-de-Marne. Pourtant, rien dans le programme de Jordan Bardella ne promet d'améliorer leur quotidien. Qu'importe, me répondent-elles, même face à des faits précis qui éclairent d'une lumière vive de lourdes incohérences, elles votent et voteront RN. Ce raisonnement, qui présente une certaine forme de dissonance cognitive, n'est pas l'apanage de ces deux seules femmes. Loin d'être un exemple isolé, une large partie de l'électorat de Le Pen et Bardella présente le même comportement électoral que l'on retrouve aussi ailleurs, notamment chez l'électorat macroniste. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, pas du tout, c'est complètement lié. Dans un précédent numéro, je vous parlais des contre-pouvoirs qui n'existaient plus. C'était en août 2021, à l'époque du Covid et déjà des délires autoritaires en Macronie. Depuis, ça s'est bien aggravé. Mais alors, comment en est-on arrivé là? À ce que près de 11 millions d'électeurs votent désormais pour l'extrême droite. Et plus de monde encore si l'on retient le facteur émotionnel, sans socle ni réflexion politique solide, qui pousse des gens toujours plus nombreux à glisser un bulletin dans l'urne à la tête du candidat, alors même qu'ils s'apprêtent à agir contre leurs propres intérêts. Mesdames, bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Vous suivez Jordan Bardella sur les réseaux sociaux? Là, je vais faire TikTok, ouais. Une bonne élocution, il a du cran, quoi. Au second tour de ces législatives anticipées, qui vient de faire entrer un nombre record de députés héritiers d'une histoire politique directement liée à la collaboration avec le nazisme, disons-le, c'est toute une partie de l'électorat français qui s'est encore fait berner. C'est pas un peu une vision paternaliste, ça, Djemil? Très bonne remarque, Malo, pertinente, qui me permet de donner du corps à la suite de mon propos. Oui, alors, c'est toi qui as écrit ce texte, Djemil. Salut, c'est le Djemil du montage, et justement en visionnant et en terminant ça, je me suis dit c'est pas forcément très clair à cette idée que j'ai eue de faire parler Malo, l'ingé son depuis la régie, sans le dire, de vive voix. Donc je vous le dis, voilà, désolé, et bonne suite de vidéo. En effet, on ne peut pas dire que des millions de Français se font juste berner par un discours trompeur et une naïveté inoffensive. Le racisme est une force d'attraction politique dans l'électorat lepéniste, comme le rappelle le politologue Félicien Faury pour le média ami Basta. La question évolue donc, et se précise, comment en est-on arrivé à ce que tant d'électeurs soient séduits par le vote raciste? Ah, on avance. Tu joues très bien, hein, Malo, la comédie, mais calmos là. On va pas inverser le rapport de force. Je suis en tête sur ce plateau. Voilà les conditions. Ouais, alors c'est toujours toi qui écris ce texte, cependant. La victoire écrasante du camp lepéniste aux élections européennes de juin dernier et l'effondrement du camp macroniste par la même occasion a créé une panique politique qui n'avait rien de surprenant, contrairement à ça. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Subitement, le destin funeste qui nous était promis avec l'arrivée probable de Marine Le Pen à l'Elysée en 2027 nous avait pris de court et allait se produire dans 3 semaines. Et là, la panique devient médiatique quotidiennement.
Le chantage éternel qui nous est fait depuis 2002, c'est-à-dire d'élire un candidat de la classe bourgeoise et capitaliste pour faire barrage aux fachos et au passage lui donner les pleins pouvoirs jusqu'au prochain scrutin, semble désormais usé jusqu'à la corde. Pour la simple raison que le pouvoir politique, ici macroniste, élu sans conviction ni base sociale large dans le pays, bien au contraire, aura passé son temps à valider les thèses de l'extrême droite lepéniste, en parlant comme elle, en votant des textes de loi avec elle, en se comportant comme elle. Le Rassemblement national et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens. Mais enfin, c'est 100 milliards par an. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Bon. Comment en est-on arrivé à ce que tant d'électeurs soient séduits par le vote raciste? Vous venez de voir le début de la réponse. La responsabilité politique est énorme et s'est accélérée sous Macron à mesure où, en réponse à sa politique antisociale et désormais antidémocratique, son déni face au score du NFP l'illustre, la menace du RN enfle. Plus Macron agit politiquement, à coups de réformes, chômage, retraite, immigration, qui abîment la vie en France à coups de 49.3, comme autant de coups de menton, plus Le Pen grimpe dans les sondages et remplit les urnes. Ah, parce que la gauche est parfaite, peut-être. J'allais y venir. Ah oui, je sais, je lis toujours ton texte. Oui, c'est bon, on a compris. La gauche, sacré dossier. Mais on devrait plutôt parler des gauches, pour être plus juste. Puisqu'entre Philippe Poutou et François Hollande, c'est comme entre le nucléaire et la bougie, il y a un vaste monde et complexe. Quand le premier souhaite une révolution car il considère, je cite, qu'il n'est pas possible de mettre l'État et les institutions actuelles au service d'une transformation politique et sociale, le second aura passé un quinquennat à trahir ses promesses de campagne en servant le monde de la finance plutôt que de le combattre, en cassant le code du travail, en parlant de déchéance de nationalité et en faisant entrer un banquier d'affaires à Bercy, un certain Emmanuel Macron. Bien sûr, Hollande a été au pouvoir. Poutou, non. Mais vous voyez le fossé idéologique et surtout le rôle crucial qu'a joué Hollande, mais aussi Valls, Cazeneuve, etc. dans cette croyance populaire qui agit alors comme une pieuvre dans tant de cerveaux. On a essayé la droite, on a essayé la gauche pendant 40 ans, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on est quoi? On est au même point et encore pire. Mais la droite et la gauche ont rien fait. La gauche, qu'est-ce qu'elle a fait, la gauche? Elle n'a pas été au pouvoir depuis 81. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est pour des choses dans votre sens. Ce que vous me dites là, du pouvoir d'achat, etc., ça a été fait par la gauche. Oui, c'est tenu par la gauche. Et oui, les dernières avancées sociales majeures ont été réalisées sous Mitterrand, entre 81 et 83. Réduction du temps de travail, 5e semaine de congés payés, retraite à 60 ans. Mais tout ça est désormais bien loin dans le passé. Et le tournant de la rigueur, poussé par un contexte néolibéral européen violent, laissera une trace de trahison indélébile et surtout utile aux droites des extrêmes pour s'imposer. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et pour beaucoup d'électeurs du RN aujourd'hui, et de la droite en général, et même de Macron, voire du PCF, l'idée reçue d'une vague migratoire sans frein et assistée sans condition, et qui par extension expliquerait les difficultés rencontrées par les Français, est très répandue. C'est tenu par la gauche. Mais eux, ils sont là pour... Est-ce que vous trouvez normal qu'il y a des milliers de personnes dans les pays étrangers comme l'Afrique et tout qui viennent en France? Pourquoi ils viennent en France? Dites-moi pourquoi ils viennent en France. C'est parce qu'ils ont des aides. Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. C'était la candidate des Républicains à la présidentielle de 2022, dont les résultats de cette élection ont donné un score élevé record au Front National. Qu'un parti, ici les LR, qui se targue d'être les héritiers de Charles de Gaulle, reprenne les thèses de l'extrême droite que ce dernier combattait et que l'extrême droite détestait, est la preuve d'une victoire large, idéologique, du FN devenu RN. Ces dernières années, l'extrême droite a réussi à imposer son thème principal, si ce n'est unique, qui est l'immigration pour tout expliquer, pour tout résoudre. Le déclassement social avéré des Français vivant hors des grands centres urbains aisés, la faute à l'immigration. La désertification des services publics, la faute à l'immigration. La chute du pouvoir d'achat, la faute à l'immigration. Le changement climatique, la faute à l'immigration. Bien vu, Malo. Et que dit la gauche sur ce sujet? Quelle est sa rhétorique, son contre-discours? Vous entendez l'auditeur, il parle de racisme anti-blanc. Oui. Est-ce qu'il y a parfois du racisme anti-blanc dans certains quartiers? Il y a des endroits où il y a des regroupements qui se sont faits génération après génération et qui donnent le sentiment qu'on est dans une forme de
colonisation à l'envers, ce que m'a dit un jour une de mes concitoyennes qui me disait, après avoir voté longtemps pour la gauche, qu'elle ne voulait plus voter pour nous parce qu'elle avait le sentiment d'être colonisée. Donc ce message-là, je l'entends. Ouais, ça pique les archives. Même si le propos tenu par Olivier Faure ici en 2018 est plus complexe qu'il n'y paraît, il reconnaît par exemple que la gauche n'a pas su aborder cette question de manière frontale. En tant que certains, je le cite, nombre de concitoyens vivent une crise identitaire et dans la suite de l'extrait que vous ne voyez pas là, il précise que la responsabilité de cette situation, je le cite toujours, ne tient pas aux étrangers ou à ceux qui sont français depuis plusieurs années, mais à la politique du logement qui crée des ghettos. Très juste. D'ailleurs, petite promo, j'ai écrit un papier qui vient de sortir sur Off Investigation qui parle précisément de cela. Si ça vous intéresse, lien dans la description. Mais après ça, on n'entendra plus la gauche sur le sujet. Hormis Mélenchon répétant en boucle que nous sommes promis à la créolisation. Ce qui ne rassure pas ceux qui croient dur comme fer à la théorie du grand remplacement qui motive leur vote. Pourtant, les faits sont têtus. Il n'y a pas de grand remplacement. Par exemple, la part d'étrangers au sein de la population des pays européens le montre. En 2021, le Luxembourg comptait 47% d'étrangers. L'Autriche 17%, la Belgique 13%, la Suède quasi 9% et la France 7,7%. Du côté des demandes d'asile pour les réfugiés, en 2023, et pour 1000 habitants, l'Allemagne enregistrait 35,5 demandes, tandis que la France n'enregistrait, elle, de son côté, que 11 demandes d'asile. Quant au coût de l'immigration, avancé souvent par Bardella à 40 milliards d'euros par an, c'est une fake news. Le calcul est extrêmement complexe et l'impact sur les finances publiques est considéré comme faible, voire positif, par les économistes, comme nous le rappelle l'AFP Factuel. Et pourtant, si les chiffres sont têtus, nombre d'électeurs du RN aussi, à l'image de Sonia et Marie. On n'est pas en sécurité, on n'est toujours pas, malheureusement. Il y a plus de gens qui sont dans la rue, qui prennent des coups de couteau. Non, on l'a déjà agressée, donc elle sort plus. C'est malheureux à 22 ans. Et des étrangers, jamais des personnes blanches, etc. Des étrangers, malheureusement. Je trouve que la mesure de l'aide médicale d'État, non, c'est-à-dire c'est fondamental de supprimer l'aide aux étrangers. Oui, moi je trouve. Ouais. Votre vote est motivé du coup par la répression envers les étrangers pour améliorer votre sort, c'est ça que vous dites? Tout à fait. Autant il ne faut pas généraliser les propos de ces deux femmes, autant nous avons pu entendre ce même raisonnement chez de très nombreux électeurs du RN durant les dernières campagnes. En fin de compte, peu importe le programme économique, quasi inexistant par ailleurs, peu importe les chiffres et les faits, la simple promesse de lutter contre les étrangers nourrit le fantasme d'être sauvé et génère l'adhésion au vote pour l'extrême droite. En ciblant l'islam, Marine Le Pen est parvenue à attirer des profils qui ne votaient pas FN, comme des jeunes femmes pas politisées, des jeunes, des homosexuels, des juifs, des immigrés de deuxième ou de troisième génération. Explique le sociologue et spécialiste de l'extrême droite Erwan Lecoeur sur France Info il y a quelques jours. Une stratégie payante qui a débouché sur une fracture nette du pays, se matérialisant dans les urnes, mais aussi sur les territoires, entre ville et ruralité, un peu plus à chaque élection. Vous vous souvenez sûrement de cette carte de France ravagée par une couleur sombre à l'issue des élections européennes. Revenons donc à la question qui nous anime aujourd'hui. Comment en est-on arrivé à ce que tant d'électeurs soient séduits par le vote raciste ? Par racisme. Waouh. Je sais, on l'avait pas vu venir celui-là. Mais, car il y a un gros mais, au contraire d'être né noir, blanc ou avec cette tête... On avait dit pas le physique. Bon, ok, je comprends. Eh bien, on ne n'est pas raciste, on le devient. Parce que c'est notre projet! Ouais, au départ, le projet, c'était pas celui-là. Jusqu'ici, on a compris la responsabilité politique dans ce naufrage idéologique, mais tout ceci ne pourrait pas prendre forme sans les supports médiatiques. Car oui, les médias sont au cœur du problème et sont aussi la solution, mais on y reviendra. Si, comme on l'a vu, le pouvoir macroniste a viré à droite toute sur bien des points, c'est d'abord dans la sphère médiatique qu'il a défendu cette ligne. Je ne vous remets pas les extraits connus, comme celui où Darmanin dit à Le Pen de la trouver trop molle, ou que cette dernière lui rétorque qu'elle aurait pu signer son livre, le tout dans un débat sur l'immigration. Vous connaissez. Nous n'en sommes plus là. Car si la Macronie s'est vite muée en marchepied de l'extrême droite, elle a fini par clairement la préférer à la gauche. Écoutez plutôt Yael Braun-Pivet, proche du président Macron et surtout ex-présidente de l'Assemblée nationale sur LCP ce mercredi même, quand la journaliste lui rappelle que 126 élus RN viennent d'entrer au Parlement. Très agréable de retrouver cette assemblée pleine de vie. Elle revit avec 126 élus du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, elle revit avec l'expression des Français. Les Français ont élu 577 parlementaires. Moi, j'ai toujours dit que je ne faisais pas le tri entre les parlementaires, que chacun représentait le peuple, une part de la souveraineté nationale. Oh dis donc, très ouverte la dame, à un parti quand même fondé par les SS.
A-t-elle oublié la centaine de candidats aussi ouvertement racistes recensés par Mediapart pendant les élections ? À l'inverse, et dans la même interview, questionné sur la présence d'élus de gauche et les filles, la réaction est bien différente. Alors nous, on a été très clairs, en tout cas, nous, on ne gouvernera et on ne tolérera aucun gouvernement avec la France insoumise. C'est une position que nous avons exprimée et qui est sans aucune ambiguïté. Plutôt Hitler que le Front populaire, c'est ça qu'elle nous dit ici. Et encore une fois, ce n'est pas un cas isolé. Nombre de cadres macronistes comme Sylvain Maillard ou encore Maud Bréjon, mais aussi le président Macron lui-même, en personne, ont d'abord mis dos à dos la gauche et les filles avec l'extrême droite RN pour finir aujourd'hui par diaboliser les insoumis et minimiser, voire accepter les lepénistes. Yael Braun-Pivet ne fait donc pas de différence entre des députés RN et les autres, sauf avec ceux issus de la France insoumise. J'étais présent pour couvrir à l'Assemblée nationale l'arrivée des premiers députés NFP après le premier tour. Tout s'est bien passé. Puis, ce mercredi, pour le même exercice avec les députés RN. Autre ambiance. Impossible de poser des questions, cohue organisée, où j'ai littéralement été ceinturé, empêché par la sécurité, jusqu'à me faire presque étrangler par un gorille de Bardella. Sympa. Quid de l'alliance entre les LR, héritiers finalement de Charles de Gaulle, et vous, héritier de M. Pétain. Vous êtes Qu'est-ce qui s'est dit réellement au dîner clandestin qu'on a appris hier grâce à Libération? Vous pouvez répondre à nos questions? Vous pouvez vous comporter de manière civilisée. Monsieur, vous me lâchez? C'est quoi cette méthode de voyou là? Ah ouais, quand même. Mais pourquoi il y a que toi qui te fais violenter? Eh bien simplement parce qu'ils ne veulent pas répondre à ma question sur l'affaire des dîners secrets avec la Macronie, mais pas que. La raison centrale, c'est que, comme Yael Braun-Pivet, eh bien l'écrasante majorité des médias et journalistes ne font aucun tri et distinguo entre le RN et les autres formations politiques. Les questions et le traitement restent similaires, ce qui permet aux élus lepénistes de dérouler tranquillement fake news et éléments de langage devant des caméras et micros bien sages, contribuant alors à véhiculer leurs idées, à les normaliser, les rendre respectables. La quasi-totalité de nos candidats se sont comportés de manière remarquable, dans des conditions difficiles. Et la centaine de candidats qui ont des problèmes jusqu'à racistes, presque néo-nazis, madame? Ils ont été confrontés à la violence. Les propos tenus par vos candidats? La violence dont on est encore victime aujourd'hui au sein de cette Assemblée. Et encore une fois, ceux qui sont mal comportés seront évidemment traduits devant nos instances. Et comme d'habitude, nous n'avons pas l'habitude de faire preuve de laxisme. Ce n'est peut-être pas distingué, pas civilisé, remarque plutôt raciste au passage, de lever le ton ainsi, mais ces élus, pas comme les autres, eh bien, ne jouent pas le jeu démocratique et ne répondent pas aux questions, confisquant les moments médiatiques pour leur propagande sans aucune contradiction, ou presque. Dans cet extrait, vous l'avez vu et entendu, Marine Le Pen est déstabilisée, car je tente de rétablir un fait qu'elle écarte. Je dis que je tente, car ne croyez pas que tous les journalistes présents autour de moi approuvent cela. Non, loin de là. Je vous renvoie d'ailleurs à toute l'histoire des conférences de presse à l'Élysée, où j'ai été aussi là malmené et intimidé ces derniers mois et par des journalistes justement. Le lien aussi en description. Et n'imaginez pas que seuls les médias dits bollorisés sont concernés, c'est-à-dire ceux détenus par un milliardaire contrôlant. France Télévisions écarte 5 journalistes de la campagne électorale pour avoir pris position, pour avoir appelé à faire front commun contre l'extrême droite. Et c'est sans parler de France Inter qui a viré Guillaume Meurice, puis toute la bande à Charlène Vanhoenacker. Ou encore l'éditorialiste Yael Goutz, lui aussi viré du service public, bizarrement 2 semaines après une séquence TV où il rappelle un fait avéré pourtant, le RN, dit-il, est d'extrême droite, mais LFI n'est pas l'extrême gauche. Au royaume médiatique, qu'il soit privé ou public, la respectabilisation de l'extrême droite est totale et en miroir, la gauche est sans cesse attaquée, conspuée, créant alors un énorme malaise sur le terrain du pluralisme en seulement quelques années. La seule instance qui a le pouvoir de réguler les médias, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Alors, c'est vachement transparent comme nom, mais c'est long. Très bonne remarque encore une fois, très doué, Malo. Le 8 juillet, justement, l'Arcom auditionnait les différents candidats au renouvellement ou à l'obtention d'une fréquence TNT. Alors attention, je vous vois bien les internautes gauchos là, la télé c'est loin d'être mort. Il y a dans ce pays 44 millions de personnes qui la regardent au quotidien. Ce lundi, devant la commission Arcom, Christelle Chiroux, la directrice adjointe info pour TF1 LCI, et Fabien Namias, journaliste dans le même groupe, défendaient leur place. Pour cela, ils parlaient de leur rôle dans le développement de l'esprit critique du public. Comme les crises internationales, la politique, les élections, l'environnement ou encore le débarquement, afin d'aider le jeune public à développer son esprit critique et ce de façon constructive. LCI est convaincue qu'elle occupe une place et un rôle singulier. Elle doit tout mettre en œuvre
pour permettre au public d'y voir plus clair et ainsi d'agir dans son intérêt, l'intérêt du public. Il s'agit de proposer à chacun de se forger une opinion, de développer son propre sens critique. Permettre au public d'y voir plus clair et ainsi d'agir dans son intérêt. Et pour ce faire, LCI, comme d'autres, se donne la mission d'aider le public à développer son esprit critique, son opinion, en bref, ses armes intellectuelles pour ensuite agir. Comprenez, faire des choix. Tout est dit, tout est clair. Si l'esprit critique se développe, se construit, le projet inverse aussi. Le savoir n'étant pas inné, pas automatique, son accessibilité conditionne en fin de parcours l'opinion publique et oriente les comportements électoraux. C'est dans cet objectif assumé que Vincent Bolloré s'est lancé dans la conquête de l'espace médiatique français. Pour justifier son appétit en la matière, le 17 janvier 2022, devant la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias, il déclare alors sous serment être motivé par la rentabilité financière des médias, selon lui, deuxième secteur le plus rentable après le luxe. Ce qui n'est vérifié nulle part. Bien au contraire. Loin des caméras, il avoue, en petit comité, je cite, « Je me sers de mes médias pour mener mon combat civilisationnel ». C'est le journaliste Vincent Beaufils qui le rapporte dans son livre « Bolloré, l'homme qui inquiète » aux éditions de l'Observatoire. Alors que Bolloré domine le champ de bataille médiatique avec le groupe Canal+, C8, CNews, mais aussi le JDD, vous connaissez, Europe 1, RMC ou encore Gala, pour ne citer que les principaux titres, un autre milliardaire, le premier au monde, n'est pas en reste. Bernard Arnault, lui aussi, devant la commission sénatoriale, aura, quant à lui, la langue plus pendue, concédant qu'il ne supporterait mal que ses journaux, Les Échos et Le Parisien, défendent des idées marxistes. Vous en avez marre d'être critiqué ? Vous savez, en France, dès que quelque chose réussit, il y a des critiques. C'est contraire à la logique ambiante de l'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste qui prédomine. L'esprit socialo-marxiste. Oui, mais je ne parle pas de vous. Il n'y a pas de doute à avoir. Le rachat et le contrôle de médias audiovisuels, comme papier d'ailleurs, est l'arme ultime pour fabriquer l'opinion publique et défendre un projet de société précis. L'exemple récent le plus frappant est le débarquement de Cyril Hanouna sur Europe 1 pour une quotidienne politique de 2 heures en lieu et place de l'émission de Sophie Davant, elle gentiment virée de sa case. Et oui, vous l'avez compris, on change de programme l'après-midi sur Europe 1 en raison de l'actualité politique. La direction de l'antenne a décidé de consacrer ces 2 heures à des débats et des échanges en vue des élections législatives. Donc j'accueille Cyril Hanouna sur l'antenne. Bonne chance. Merci Sophie, t'es un amour. Je peux te faire un petit bisou ? Oui, bien sûr. Merci, ça va me porter chance. Résultat, l'émission On marche sur la tête, dont le premier invité a été... Merci Éric Zemmour d'être avec nous pour cette première. Merci, vous connaissez bien la maison. Ah bah oui. Éric Zemmour, sans blague, fut une telle machine à propagande pour le Rassemblement national et l'Union des droites que l'Arcom a mis en demeure Europe 1 pour manque d'honnêteté. Un nouveau record au palmarès du duo infernal, celui qui s'appelle Hanouna Bolloré, qui a clos la campagne en beauté avec une fake news selon laquelle le gouvernement macroniste abandonnait la mise en œuvre de la loi immigration. Information tout de suite démentie par le ministère de l'Intérieur. Trop tard, elle avait déjà été prise et reprise en boucle sur CNews. Car c'est là la force de l'empire média Bolloré, entre ses journaux, ses télés et ses radios, ces médias entrent en résonance les uns avec les autres et s'auto-valident. Mais aussi, désormais, imposent un rythme médiatique et une grille de lecture du monde dans les autres grosses rédactions d'information qui leur courent après. Avec souvent, dans leur logiciel commun, la course à l'audience, donc au profit, donc au pouvoir quelque part. C'est dans cette atmosphère générale plus que sombre que des journalistes commencent, enfin, à se rebiffer face à leur direction sur la façon de traiter le RN. Au prétexte de ne laisser aucun Français de côté, les grands médias ont ouvert leurs colonnes au RN en rompant le cordon sanitaire autrefois de rigueur, écrit notre confrère Younes Abzous pour Mediapart. Comment en est-on arrivé à ce que tant d'électeurs soient séduits par le vote raciste, par la publicité omniprésente du racisme dans les médias, mais aussi par la dépolitisation, l'individualisme promu comme valeur cardinale dans nos sociétés modernes, le règne des faits divers, les trahisons, les affaires politiques, les magouilles médiatiques aussi, comme cette affaire des textos qui révèle comment BFM s'est compromise pour soutenir Nicolas Sarkozy dans l'une de ses nombreuses affaires avec la justice. C'est tout ça qui dégoûte les électeurs, ne laissant les urnes qu'aux dégoûtants. Ah, donc c'est pas juste la faute aux méchants racistes des campagnes. Eh ben non, ça serait bien trop simple. Même si ça ne change rien au fait que plus de 10 millions de Français aient voté pour le RN aux dernières élections et que vous voyez ici et là des graphiques montrant, comme celui-ci, partagé par Louis Alliot, vice-président du RN, que ce dernier est loin en tête en nombre de voix. Ce n'est pas tout à fait vrai.
Il faut avoir en tête le barrage antifasciste du NFP qui, au deuxième tour, a été la formation politique qui s'est retirée de nombreuses circonscriptions pour éviter l'élection de députés RN et donc faire élire beaucoup de députés macronistes par exemple. Un graphique sérieusement sourcé, lui, montre même le report de voix des électeurs de gauche à la hauteur du moment historique. Vote responsable que les électeurs macronistes ou de droite dite républicaine n'ont pas forcément adopté lors de duels opposant un candidat RN à un candidat de gauche. Tout ça pour dire qu'au deuxième tour, le RN était présent dans 485 circonscriptions contre 284 pour le NFP. Et dans les circos où il était présent, le RN obtenait en moyenne 20 845 voix, tandis que le NFP en obtenait 24 665. Ce qui démontre que non, le RN n'est pas le premier parti de France, même s'il menace de l'être un jour si rien n'est fait. Et tu disais au début que les médias étaient le problème, mais aussi la solution. Oui, et ce sera le mot de la fin. Les médias, surtout audiovisuels, surtout télévisés, surtout sur la TNT, oui, vous me voyez venir, donnent factuellement la grille de lecture du pays et du monde pour des dizaines de millions de Français. Et pour tous les autres aussi, car ces mêmes chaînes influencent ou produisent les contenus informatifs sur Internet, imposent dans notre société, dopée aux écrans, la matière intellectuelle dominante avec laquelle nous devrions composer notre esprit critique. Alors bien heureusement, il n'y a pas que la télévision pour cela, mais pour les infos, pour l'actualité politique, ici et ailleurs, souvent ça passe par là, par la télévision. Le succès de l'extrême droite sur le terrain de la bataille culturelle nous le montre et nous oblige à faire quelque chose. Il faudrait comprendre que les choses sont sans espoir et pourtant être décidé à les changer. J'ai 37 ans aujourd'hui. Je suis encore un jeune journaliste et durant toutes ces années à pratiquer ce métier, au départ sans le nommer ainsi, je me suis tenu à mettre au centre une boussole qui est mon engagement. Celui-là même que je retrouve dans le manifeste du média qui est sa colonne vertébrale, composée de valeurs humanistes, progressistes, féministes, écologistes et de lutte contre toutes les discriminations. Des valeurs partagées par toute une série de médias indés sur Internet. Nous ne sommes pas seuls, mais éparpillés. C'est ce projet médiatique-là, indépendant des forces de l'argent, qui doit exister aussi sur la TNT pour mener la bataille culturelle et contrer le projet sombre de ceux qui veulent nous diviser et nous asservir au projet du capital et un maintien de l'ordre bourgeois injuste et violent. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Toujours très heureux de jouir d'une totale liberté d'expression ici et de travail sur cette antenne depuis maintenant 3 ans. Alors, ce n'est pas simple, ça va être encore rude, violent, mais il faut tenir. C'est ce que je me dis, alors c'est ce que je vous dis. À la prochaine.